IDFM 98 ou 98.fr, l'économie en direct, qui accueille un présent, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour ma chère Jacqueline. Vous allez bien ? Je vais bien, je salue aussi tous les invités que je ne vois pas, que j'ai entendus, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je pense que vous aurez l'occasion de leur dire un petit mot tout à l'heure. Bonjour Gérard, bonjour. Michel vous dit bonjour. Merci d'avoir patienté et puis d'être en ligne avec nous. Alors Gérard, je rappelle que vous êtes notre valdoisien spécialiste des affaires internationales dont la méthode d'investigation est basée sur un concept d'arc de crise que vous avez animé pendant plusieurs mois sur notre antenne des chroniques d'analyse géopolitique, que vous avez participé en tant qu'expert à un comité de l'Assemblée nationale pour un Iran démocratique et que depuis le début du conflit russe-Ukraine, vous êtes présent sur tous les médias influents, je l'ai dit tout à l'heure, CNews, LCI, France Info, TF1, France 2, pour analyser cette guerre en Ukraine. Et vous nous faites l'honneur d'intervenir ce matin sur Radio IDFM 98 pour répondre à des questions sur ce conflit. Alors Gérard, lors de vos chroniques sur Radio IDFM, et pour lesquelles j'avais le privilège de vous donner la réplique, plusieurs fois en parlant de l'Iran, mais aussi de la Russie, vous craigniez qu'il y ait, à l'époque, selon votre expression, de la tôle froissée. Avec ce conflit Russie-Ukraine, la tôle est plus que froissée ? Alors effectivement, j'avais mobilisé cette expression-là en concernant la crise en mer de Chine. Très honnêtement, personne ne pensait que le pouvoir russe, et je fais entre la Russie et le pouvoir russe, et surtout le pouvoir tout en haut de la pyramide, prendrait cette décision invraisemblable de créer un conflit entre frères, entre cousins, sans motif. Parce que je crois que le monde entier a été atterré, effectivement, qu'une guerre soit déclarée sans qu'il y ait un motif valable, un motif simplement d'ordre politique, disons, d'appartenir à tel ou tel groupe d'alliance économique, politique ou militaire d'un pays, ne vaut pas invasion, destruction, plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc, les conséquences pour le pouvoir russe, pour la Russie, sont actuellement incalculables. Peut-être aborderez-vous cette question des conséquences de cette situation, mais il est difficile de prévoir l'ensemble des conséquences intérieures en Russie, politiques, sociales et économiques, et de même que sur le plan international, beaucoup de pays de l'ex-URSS, par exemple, comme le Kazakhstan, qui a donc été maintenu dans sa situation actuelle grâce à l'appui russe il y a quelques semaines, on s'en souvient, a autorisé des manifestations pour soutenir l'Ukraine. L'Azerbaïdjan qui s'est engagé à fournir gaz et pétrole à l'Ukraine. Donc on voit, et aussi bien sûr la Turquie qui s'était rapprochée de la Russie, s'en éloigner radicalement et revenir solidaire dans le camp de l'OTAN. Donc une grande bousculade internationale et certainement une très grande bousculade intérieure en Russie. Oui, alors j'y viens justement en conséquence, puisque nous connaissons tous la déclaration de Vladimir Poutine qualifiant la chute de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et en ces jours incroyables de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on peut s'interroger si à terme cette décision d'envahir l'Ukraine ne va pas constituer la plus grande et ultime erreur géopolitique de la Russie au XXIe siècle. Je vois que vous avez de bons auteurs, parce que c'est une idée, effectivement, que j'ai évoquée à plusieurs reprises dans les médias, et donc effectivement, et pour reprendre une parole célèbre de Talleyrand à l'adresse de Napoléon, n'est-ce pas, qui avait autorisé et ordonné l'arrestation et l'exécution du duc d'Enghien, qui avait dit ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Et je crois que là c'est pas une erreur, pas une faute, c'est une catastrophe pour la Russie.
parce que à la fois sur le plan social, il y a des failles qui vont se révéler à l'intérieur de la population. La jeunesse est radicalement contre la guerre, donc vous avez une faille qui va se créer entre les générations, alors que la génération plus âgée, suit bon an mal an la pyramide du pouvoir, suit le président. Et vous avez le pouvoir économique qui est chancelant parce que les oligarques ont perdu des centaines de milliards de dollars, je dis bien des centaines de milliards de dollars. Cela fait 15 jours, et on ne le dit pas assez, que la bourse de Moscou est fermée, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas ouvrir, autrement ce serait une catastrophe économique. La valeur des entreprises va dégringoler de façon colossale, mais le drame dans ce genre de situation, c'est que la valeur dégringole, mais les dettes restent. Oui. Et donc, en accompagnement économique, vous avez déjà le rouble qui n'est plus coté à Moscou, mais qui est coté ailleurs, et donc qui a reperdu à nouveau des dizaines de pourcents. À titre juste d'information précise, avant Maïdan, n'est-ce pas? Avant Maïdan 2013, il fallait 40 roubles pour avoir 1 euro. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 120 roubles pour acheter 1 euro. Vous voyez l'ampleur de la catastrophe. Et avant la guerre, on était à peu près à 85. Donc ça veut dire va y avoir une poussée d'inflation à l'intérieur du pays comme ils n'en ont jamais vu, à partir de la situation actuelle où l'inflation avant la guerre était déjà de 10% et se dirigeait vers 15%. Donc les conséquences intérieures, aussi au sommet du pouvoir, il est bien évident que l'armée, dans son ensemble, n'est certainement pas très satisfaite du déroulement du plan de bataille et de cette, situation, car des milliers d'hommes ont été perdus, des centaines de chars et de véhicules blindés ont été détruits. Il y a un coût énorme à l'image de la Russie, qui est le 2e exportateur d'armes du monde, n'est-ce pas? Et maintenant, je pense qu'il sera peut-être très difficile aux vendeurs d'armes russes de trouver des clients. Gérard, vous venez d'évoquer aussi, vous avez évoqué très justement les oligarques. Donc on voit bien que les sanctions occidentales continuent de s'abattre sur la Russie pour isoler davantage ce pays. Autour de Poutine, il y a environ une vingtaine d'oligarques qui gravitent autour de lui, dont le milliardaire Roman Abramovich, propriétaire du club anglais de football de Chelsea. Ces oligarques ont-ils le pouvoir d'influencer Poutine en vue d'un apaisement possible? Alors là, on rentre dans le cercle vraiment du pouvoir et dans le jeu, si vous voulez, de pouvoir qu'il y a entre le politique et l'économique. Je mesure ce que je vais dire. Le système russe est un système de type mafieux, n'ayant pas peur des mots. Tout en haut du pouvoir, vous avez le parrain absolu qui distribue les ressources. Et donc les oligarques doivent leur pouvoir à une décision du président, du parrain en chef, si je puis dire, et donc ils sont redevables. Donc il y a un double jeu, ils ont certes une puissance économique, mais ils savent aussi à qui ils doivent leur position. Mais on dit aussi, dans cette même, je dirais, mentalité de mafia, que quand les membres de la mafia réalisent que finalement le parrain en chef, n'est-ce pas, fait des erreurs, fait trop d'erreurs, à ce moment-là, on songe à le remplacer, et on décide de le remplacer. Donc voyez-vous, il y a ce double jeu qui peut avoir lieu en Russie. Premièrement, le pouvoir politique qui a une infinie puissance sur l'économie, les responsables d'entreprises qu'il a nommés, ou de secteurs, mais aussi ces responsables de secteur peuvent avoir une influence définitive. Donc là, nous sommes dans les secrets du haut de la pyramide russe, et bien malin qui peut dire aujourd'hui comment cela va se terminer. Oui, c'est ça. Oui, on n'a aucune perspective à court terme. Si la démocratie a des faiblesses, voyez-vous, au moins nous avons l'avantage de la transparence.
Gérard, je crois que mes invités, en tout cas Frédéric Anfray, a une question à vous poser, donc je lui donne la parole. Oui, en fait, moi, la question elle est un peu sur le plan économique, parce qu'on parle de l'effondrement entre guillemets de la Russie, mais on s'aperçoit autour de nous qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui travaillent directement, qui sont impactées par les problèmes de Russie sous des aspects divers, et que les conséquences sont telles que on voit pas comment ça va pas être obligé de trouver des solutions un peu partout. Alors on voit que le trafic maritime est très affecté parce que une part importante des marins partout sont russes ou ukrainiens. On a la même chose avec les transporteurs routiers, donc on a des notes de transporteurs qui nous arrivent disant on va avoir un problème d'effectifs sur les transports, donc c'est pas rien. Après, on a tous les problèmes d'approvisionnement. On s'aperçoit que dans certaines matières, on est finalement assez dépendant, quoi qu'il arrive, de la Russie. Faut être clair, c'est quand même un producteur de matières premières important. Et puis, on a d'autres soucis. On voit des entreprises qui disent, nous, on a une partie de notre clientèle qui est en Russie, donc on a des produits fabriqués, on va pas pouvoir les expédier, on sait pas comment on va être payé, donc il va y avoir des conséquences économiques. Et le dernier point, on voit aussi des entreprises qui avaient des petites filiales. Alors, je parle de PME, je parle pas de grands groupes, qui avaient des filiales ou des établissements en Russie. Et à qui on commence à dire, vous allez avoir un directeur nommé qui va arriver, un directeur russe, et où il se pose la question si finalement, puisqu'on a confisqué les yachts, on va pas confisquer les entreprises, les établissements des entreprises européennes qui ont appliqué les sanctions. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on est certes on applique des sanctions et qui sont légitimes, mais on a des conséquences en domino dans toutes les chaînes partout, qui sont probablement beaucoup plus puissantes que ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc à un moment donné, est-ce que tout ça fait qu'on va pas arriver à une sorte de consensus de raison, parce que la destruction totale de tout le monde, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Écoutez, oui, ce sont un ensemble de très, très, très bonnes remarques, et des remarques qui prennent leurs racines dans la réalité. Donc, impossible de nier cette réalité, effectivement. Alors, sur les effectifs, je pense que sur les effectifs, ça c'est le problème le moins négatif, parce que il y a quand même une mobilité avec l'Europe de l'Est de main d'œuvre, je dirais surtout dans le domaine des conducteurs routiers, par exemple, qui peuvent vraiment succéder à des conducteurs russes ou ukrainiens. Mais dans tout ce qui concerne effectivement l'approvisionnement de produits, il peut y avoir des difficultés, c'est certain. Mais je pense que le poids est beaucoup plus lourd dans l'économie russe qu'il ne va être dans l'économie européenne, qui est la première impactée, l'économie effectivement américaine étant, je dirais, un peu loin géographiquement et dans les flux. Ne pas oublier quand même que les États-Unis ont décidé de se priver, entre guillemets, d'arrêter l'approvisionnement de pétrole russe. Alors on dit, oui, j'ai cité le chiffre, 400 000 barils par jour, c'est pas grand-chose, c'est 0,5% de leur approvisionnement, de leur consommation de pétrole, mais c'est quand même, à titre d'indication, le tiers, le quart de la consommation de la France, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas des petites choses, ce ne sont pas des petits volumes. Mais il est bien évident que l'impact, il y aura je dirais différentes phases. Pour le moment, on est effectivement sur une phase violente à l'intérieur de l'économie russe, dont les effets vont se faire sentir dans les prochaines semaines, surtout par l'inflation importée avec la chute de la monnaie, et dans un temps un peu plus long, effectivement, ou à peu près identique, les effets sur l'économie européenne. Mais il y aura un décalage d'échelle. Et nous avons un prix à payer pour la liberté à rétablir en Ukraine. Il y a une différence en géopolitique entre le temps court et le temps long. Dans le temps court, nous avons effectivement des difficultés. Les Russes vont arriver à certains de leurs objectifs, en particulier peut-être sur la non-appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Mais dans le temps long, je suis sûr
que la Russie, qui a adopté les méthodes de l'URSS du XXe siècle, perdra sur le temps long. Ils n'ont pas réussi à maintenir la division de l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est énorme cela. Ils n'ont pas réussi avec leurs chars à maintenir Budapest. Ils n'ont pas réussi avec leurs chars à maintenir Prague. Il y a eu à l'intérieur de l'Europe centrale, dans les dernières 45 ans, un changement radical de montée vers l'Europe occidentale, vers l'Union européenne et vers l'OTAN. Eh bien, dans le temps long, les Russes vont perdre cette bataille aussi en Ukraine et malheureusement pour le peuple russe, ils vont perdre cette bataille à l'intérieur de la Russie parce que sur le temps long, moins de gaz et moins de pétrole s'est inscrit dans la course pour le non-réchauffement climatique et je crois que beaucoup de pays en Europe ont déjà pris la décision sur le long terme, plus de gaz russe, plus de pétrole russe. Et parce qu'il y aura les nouvelles technologies autour de l'hydrogène, autour du nucléaire, autour du solaire, autour de l'éolien. Et donc voilà, on va avoir, je dirais, un écrasement de la puissance énergétique russe que je prédis déjà depuis de nombreuses années. Et cette décennie 2020-2030 va être absolument incroyable à vivre en Europe, en Russie et aussi dans d'autres pays du monde. Oui, donc en fait, vous êtes en train de dire que cette invasion, comme on l'a dit au début, va probablement constituer la plus grande et ultime erreur géopolitique de la Russie. Absolument. C'est ça. Absolument. Aux conséquences incalculables pour le pays. Merci beaucoup. Et ça va coûter à Poutine une fin de règne, je crois, pas très brillante, alors qu'il y avait eu les 15 glorieuses 2000-2015, grâce à l'énergie, n'est-ce pas, grâce au pétrole, et voilà. Donc, puisque l'énergie va emporter la Russie. Oui. Vous aviez fait remarquer également très justement que quand Poutine est arrivé au pouvoir, le baril était à $18 et que il est aujourd'hui à 100, enfin il était à 108 ou $118, je crois. En 2014, ouais, 2014 exactement. Vous avez des lectures extraordinaires. J'ai des bons auteurs. Merci Gérard, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Malheureusement, je pense que ce conflit va durer et peut-être que vous aurez le conflit lui-même, non pas, parce que je pense que les deux parties ont besoin d'un cessez-le-feu et après des négociations. Le conflit lui-même va s'arrêter, je pense, assez rapidement, mais les conséquences, c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà, absolument. Sont dans le temps moyen. Vous reviendrez nous apporter vos éclairages, j'espère. Quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Gérard, merci de nous avoir accordé votre temps. Vous êtes en train d'écrire un livre, ça avance ? Absolument, j'ai eu la chance d'avoir un interview fleuve sur France 2 de 80 minutes et j'ai pu donc ils ont utilisé quelques minutes pour l'émission de Laurent Delahousse et par contre j'ai pu obtenir la bande son de ces 80 minutes que je viens d'obtenir maintenant en texte papier par traduction électronique automatique. Donc là j'ai une vingtaine de pages déjà, voilà, et de très bonne qualité, si j'ose me flatter. Très bien, oui, je confirme. Merci Gérard. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vos analyses se retrouvent facilement en allant sur votre site Le Monde Décrypté et qu'il suffit simplement de s'abonner et que c'est gratuit. À bientôt Gérard.